Tu préfères que ta meuf parle toute sa vie avec la voix française de Morgan Freeman ou que tous les gens sur Terre aient la voix de Squeezie? Ah putain. Salut Lucas. Salut. Bienvenue dans Petit Kawa. Merci. Tu vas bien? Écoute, nickel. Le principe de cette émission est hyper simple. Il s'agissait de joindre l'utile à l'agréable en filmant des discussions dans des bistrots. À propos de filmer, Lucas, permets-moi de te présenter rapidement. Tu viens de Colmar. Tu as 29 ans. Exactement. Parfait. Jusque-là, tout va bien. À 10 ans, à l'âge où l'on mange habituellement encore ses crottes de nez, toi, tu commençais à filmer des trucs. T'es joué d'abord, puis rapidement tes proches qui n'avaient rien demandé et qui deviennent rapidement les stars de tes premières fictions, de tes premiers sketchs. Puis 20 ans se sont écoulés et depuis, Lucas, tu as bossé sur des projets que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de monde connaît aux côtés de certains boss du YouTube Game. Je pense évidemment à Squeezie, McFly et Carlito, Hugo Décrypte. Ces dernières années, tu as filmé Hugh Jackman, Christopher Nolan, Omar Sy, Pierre Ninet, Orelsan, Eric et Ramsey, pour ne citer que. À côté de ça, tu n'oublies pas non plus de t'éclater sur des réalisations plus perso qui mettent en général en avant plutôt des aspérités du 7e art, ta grande passion. On va parler de tout ça, mais aussi de plein d'autres trucs cool. Comment tu vas, Lucas, en ce moment, vraiment? Écoute, trop bien, début d'une nouvelle vie. Là, je viens d'emménager à Stras il y a moins d'un mois. Après 11 ans à Paname. Exactement, ouais. Vu que je viens de Colmar, je connaissais un peu Strasbourg via des copains et tout, mais pas trop. Et du coup, il y a un peu un challenge de revenir à 30 ans dans une nouvelle ville, découvrir des nouveaux endroits que je connaissais pas du tout. Ouais, c'est excitant. Le dernier gros projet à peu près que tu as réalisé avant de revenir dans la plus belle ville de France, soyons chauvin, c'est le documentaire du GP Explorer 2 de Squeezie. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Un seul vainqueur à la fin de cette journée. Qui aura la chance d'être sur la première place du podium? Je suis comme un fou, le public est fou aussi, ça y est. Est-ce que tu peux faire un petit feedback de cette expérience-là? Comment tu l'as vécu, toi? En fait, j'étais sur le GP Explorer 1 en tant que chef opérateur. Donc, qui consiste en gros à filmer, à s'occuper de l'image du projet. En fait, le GP Explorer 1, c'était complètement fou parce que personne s'attendait à un événement de cette ampleur. Et même les équipes en interne ont halluciné le jour J, que ce soit dans la vraie vie, au Mans, avec 40 000 personnes sur place, que sur Twitch où il y avait plus d'1 million de personnes, ce qui n'avait jamais été fait en France. Donc là, pour le GP2, il y avait un peu moins cette surprise. Mais ils m'ont proposé de réaliser cette fois-ci ce projet-là. Et je m'étais dit, facile, enfin, je l'ai déjà vécu une fois, ça va aller. Mais en fait, en tant que réal, c'est une dimension complètement différente. J'avais une armée de monteurs, on était 4 monteurs en même temps, des motion designers, enfin, tout se faisait en même temps. Donc c'était assez intense, mais expérience formatrice de fou. Toi, ton lien avec la Formule 1, avant ça, il était à 0? Ouais, pas loin, ouais. J'étais une fois au Castellet voir une course de F1 quand même, mais c'est tout quoi. Et comment c'est filmé ça? Parce que là, du coup, tu réalisais donc le documentaire du GP? Ouais. C'est ça? Pas le live Twitch Exactement, ouais. Okay. En gros, ils se sont entraînés pendant toute l'année sur des circuits différents. Donc j'ai suivi Squeezie et toute la team sur les différents entraînements partout en France. Et après, je suis parti une semaine avant l'événement pour les derniers entraînements au Mans. Donc là où ils sont tous réunis, où ils roulent pour la première fois tous ensemble à 24 sur la piste. Et puis après le jour J où en fait je suis vraiment Squeezie comme mon ombre, quoi. C'est vraiment, j'avais l'impression d'être son papa et d'avoir toujours un regard sur lui sur en mode je sais où il est pour ne pas perdre éventuellement des images ou quelque chose d'important à filmer. C'est hyper intéressant de bosser avec lui parce qu'il a vraiment un regard de directeur artistique sur le projet et tous ses retours étaient toujours hyper pertinents et servaient le propos. Et tu vois, il nous a jamais fait un retour par exemple de là j'aime pas ma tête, supprimez ce plan. Alors que quand tu es une personne publique de son standing et tout, tu pourrais maîtriser ton image comme ça. Là où lui s'en bat complètement les couilles, c'est vraiment le propos, le propos, le propos. T'as pu essayer de rouler? Non, déjà j'ai pas le permis, donc Ok. Et il faut un permis du coup pour rouler ces trucs sur circuit? Ouais, en fait, il y en a plusieurs. L'année dernière, il y avait Seb Lafrite qui n'avait pas le permis et qui l'avait passé en express.
Et cette année, je crois qu'ils étaient au moins 3 ou 4 à vraiment le passer pour pouvoir rouler. C'est quand même la condition minimum. Ouais, la motivation vaut le coup quand même. Lucas, c'est bientôt Noël. J'aimerais te faire un petit cadeau. Trop bien. Merci beaucoup. Tu peux l'ouvrir. Génial. Tu l'as déjà, j'imagine? Oui. Oui. Mais on n'a jamais assez de Playmobil Astérix chez soi. Ils occupent quoi comme place dans ta vie, ces jouets? Beaucoup de mètres carrés de mon appart. Non, ça part d'où? Ça part d'où? Ça part de l'enfance, tout simplement. J'ai toujours beaucoup joué au Playmobil parce que je pense que ça permet de se raconter des histoires. Et d'ailleurs, mon tout premier court-métrage s'appelait Playmo Kong. Et c'était un remake de King Kong en version 15 minutes avec des Playmobil. Je joue plus comme je jouais à 8 ans avec mes Playmobil. Mais en plus de ça, je suis assez fasciné moi par le design. Ça doit être fascinant, je pense, d'être designer pour jouets. Moi, ce que je trouvais fascinant là-dedans, c'était de créer des univers en fait. Moi, je pouvais jouer des heures avec très peu de choses, j'imagine, comme tous les enfants, évidemment. Je me rappelle d'une scène, moi, qui m'a traumatisé. C'est on avait reçu avec mes frères un galion Playmobil, tu vois, un bateau avec des Playmobil pirates. Et j'avais été sidéré, mais tellement frustré à l'époque, encore aujourd'hui, hein, j'arrive pas à comprendre que ce putain de bateau ne flottait pas, quoi. Mais moi, enfin, je sais pas, t'as tout de suite envie d'aller dans ton bain avec tes Playmobil. Bah, bien sûr, ouais. Et d'avoir ce bateau qui coulait là avec les Playmobil, c'est incroyable, tu vois. Du coup, je transformais le truc en mode naufrage, quoi, tu vois. Et genre, les deux mâts qui dépassaient, les Playmobil qui nageaient en mode Titanic. Puis, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc de transmission aussi pas mal. Mes parents jouaient avec des Playmobil, j'ai eu une partie de leur Playmobil, plus des nouveaux enfants. Là, il y a ma nièce qui est toute petite, mais elle va être biberonnée au Playmobil. Enfin, ouais, ça il y a traverse, un truc c'est vraiment, assez, ça fait partie des jouets qui ont traversé les époques, c'est clair, avec les Lego. T'avais quoi comme autre jouet quand t'étais gamin? Est-ce que tu te rappelles un peu? Moi, je me rappelle d'un truc qui a disparu, les clipos, par exemple, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Les clipos, ça me dit un truc, mais... Les clipos... Ah oui, c'est des petits carrés comme ça qui s'emboîtent. Ouais, je sais pas, la team Tamagotchi, tout ça, t'es passé par là aussi? Non, mais j'avais beaucoup de figurines en fait, déjà de pop culture, j'avais des figurines Star Wars, j'avais, je sais pas, des chevaliers du Zodiaque. Donc il y avait déjà ce rapport un peu de recherche de figurines particulières. Et puis surtout, je trouve en fait, je me souviens là, mais qu'il y avait vraiment une grosse époque où on faisait des super jouets début 2000. Je me souviens, j'avais des figurines Spider-Man, Seigneur des Anneaux. Exactement, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y en a moins aujourd'hui. C'est marrant parce que toi, tu as continué cette collection en fait encore aujourd'hui. Tout à fait. On le voit avec ton pull aussi. Ouais. Parce qu'il y a une espèce de flip de détacher ce truc-là, ou est-ce que ça fait partie, ça t'inspire encore dans ton imaginaire? Je pense que ça m'inspire encore, et en fait, j'aime bien les belles pièces. Ouais. Genre par exemple, j'ai un Playmobil d'1,60 m chez moi. J'allais te demander, c'est quoi ta masterpiece en jouet, le truc dont tu es le plus fier, au-delà de cette pièce qui est du coup volumineuse, mais est-ce que peut-être il y en a une qui a une signification particulière un peu pour toi? J'ai une copine qui a très bien résumé la chose et qui m'avait dit que j'avais le syndrome de Diogène du cinéma et des jouets, et je pense que c'est un peu le cas, tu vois, genre j'aime bien en fait les beaux objets liés à la pop culture. Et alors c'est pas un jouet, mais une de mes plus belles pièces par exemple, j'ai réussi à récupérer un bouclier de Mission Cléopâtre, un bouclier romain. Ah ouais, chaud. Donc sur mon mur dans le salon, il y a un bouclier romain de Mission Cléopâtre du film. C'est quoi, si on parle de ciné, de film, de dessin animé, le truc que t'as le plus maté quand t'étais gamin? On pouvait te laisser pendant 2 jours dans la télé. Alors c'est la honte totale, mais c'est Podium. Ah ouais, marrant. Je sais pas pourquoi. La honte vite fait, parce que bon, Poulvord, si Poulvord déjà, surtout petit en fait, j'étais très fan de ces grandes figures, Benoît Poulvord, Jim Carrey, enfin c'est un humour et c'est des figures qui te marquent pas mal enfant, je trouve. Je sais pas si toi... Moi j'ai vraiment ce truc là aussi de ouf. D'ailleurs, tu vois, j'aime beaucoup les belles choses, mais je suis pas un consommateur de films d'auteur, tu vois, ou de trucs comme ça. Et j'ai toujours adoré les belles comédies fraîches, tu vois. Ouais. Et faire rire, c'est dur, tu vois. Ouais.
finalement, faire des belles images, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Quand tu te casses un peu le cul et que tu as du matériel, et que tu as un œil, tu peux le faire. Faire rire, c'est quand même un truc, tu vois. Ouais. J'aime bien consommer le cinéma, tu vois, de manière indolore. Il y a des Nolan où j'ai dû voir 4 fois le truc pour biter ou quoi. Pour moi, là, il y a un truc raté dans l'exercice, tu vois. Je pense pas être teubé non plus. Et si ça peut être très compliqué, tu vois, mais si à un moment le nœud est pas évident à la fin, pour moi, c'est qu'il y a un truc foiré dans l'exercice. Ouais. Bon, il y a comédie et comédie, hein. On a des belles daubes en France aussi. Mais... ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'on fait aussi des trucs incroyables, tu vois. On parle toujours, on dit le cinéma français, c'est de la merde. D'ailleurs, il y a une série de livres qui est sortie qui s'appelle comme ça, où en fait, t'as juste que des bons films à l'intérieur, tu vois. Mais c'est vrai que ne serait-ce que Quentin Dupieux, enfin, tu vois, il fait que des films incroyables, et hyper drôles, à se tordre de rire. Totalement fou. De Dali. Les questions random de la rédac, c'est 3 questions qui se trouvent dans cette shop, qui sont écrites par la rédac. Je te laisse les piocher une après l'autre, les lire à haute voix et répondre. Allez, c'est parti. Alors, tu préfères que ta meuf parle toute sa vie avec la voix française de Morgan Freeman ou que tous les gens sur Terre aient la voix de Squeezie? Ah putain. C'est très dur. Après, j'ai rien contre la voix de Squeezie, mais c'est vrai que c'est déjà tellement mon quotidien et je passe énormément de temps soit à travailler avec lui, soit à mater ses vidéos parce que je consomme aussi un peu. T'as peut-être pas envie que ta grand-mère ait la voix de Squeezie quand tu l'appelles. Exactement. Donc je crois que je choisirais Morgan Freeman pour ma meuf. Et puis je pense qu'il y aurait un côté un peu très étrange au début, mais limite un peu érotique sur la longue, tu vois. C'est exactement ce que j'ai dit à ma collègue qui m'a tout de suite dit, elle, ouais, mais mec, au pieu, attention, tu vois. Oui. Et je lui ai dit bizarrement, j'ai dit, franchement, moi, ça me va, tu vois. Ouais, c'est quand même la voix, tu vois, de Morgan Freeman. Moi, le matin, avec mon café, ça me va, tu vois. Franchement, c'est pas dégueu. Est-ce que t'as un kink sur un personnage de film ou dessin animé? Je ne connais pas le mot kink. Un crush. Ah. Genre, moi, j'étais fou amoureux. Genre dingo quand j'étais gamin de Jessica Alba dans Dark Angel. C'était une série de merde sur M6, une nana. T'étais amoureux parce que c'était Jessica Alba ou parce que non, je c'était savais son pas qui était Jessica Alba, j'avais je sais pas 9 ans, tu vois, c'était le perso, Parce que moi à 9 ans j'étais amoureux de Jessica Alba, tu vois. Ah ouais, ok, non, moi je savais pas qui c'était. Enfin un petit crush quoi. Je savais pas qui c'était. C'était vraiment le perso de Dark Angel, c'était une espèce de ninja des temps modernes avec un code barre dans le cou. Alors un crush sur un personnage de dessin animé. Alors de film, hein. Ça m'est jamais arrivé parce que je trouve ça très étrange. Je sais pas, je sais qu'il existe par exemple des BD érotiques et tout. Ouais. Bon, alors c'est peut-être marrant, tu vois, c'est peut-être rigolo, mais avoir un crush sur un dessin animé, je trouve ça très étrange quand même. Sur un dessin, tu vois. Alors qu'un personnage de film, pourquoi pas. D'ailleurs, ça peut être, on s'entend par crush, hein, ça peut être aussi un personnage, vraiment un mec que tu idéalises ou que tu adores. Genre, pareil, ça, à ce niveau-là, si on veut parler de mec, James Bond, tu vois, je suis gros fan de James Bond. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair. Dans une autre vie, je suis James Bond. Vous n'avez encore jamais tué Bond. Mais pour devenir un 00, il faut tuer. Oui. Indéniablement. Quand j'ai rencontré Daniel Craig, qui est vraiment le James Bond en plus avec lequel j'ai grandi, ça m'a fait quelque chose. Alors que d'autres personnes moins, tu vois. Mais là, la voix de Daniel Craig, ah là là. Ouais, petit crush, sur la voix de Daniel Craig. Compréhensible. C'est faire. Et enfin, c'est quoi ta première amourette croque-love de toute ta vie? Première amourette croque-love. Est-ce que tu te rappelles de ta première amoureuse? En fait, ouais, avec ma femme, on était en primaire ensemble au CE2 et en fait, je lui ai déclaré ma flamme à 8 ans et je me suis pris le premier râteau de ma life. Yes. Et ça a été hyper douloureux. Et là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble.
Et du coup, exactement, il y avait un petit côté revanche sur la vie. Ouais, j'imagine. Et quand on s'est mis ensemble et que je lui ai raconté cette anecdote, elle s'en souvenait pas du tout. Alors ça, que c'est moi, beaucoup. ça m'a vraiment traumatisé toute Ouais, mon ça rappelle enfance. toi quand même. Oui, non, mais Ouais. bien sûr. Mais en tout cas, ouais, belle revanche sur la vie, quoi. Trop Ne cool. jamais On va désespérer. clairement garder cette histoire. Il y a un autre projet sur lequel tu travailles depuis longtemps. C'est un documentaire sur le doublage. Sur le doublage du coup du cinéma français, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi tu as décidé de parler du doublage? En fait, en 2012, j'ai tourné mon premier gros court-métrage qui s'appelait Les boules de Noël d'Erotoman. Et on avait besoin d'une voix off pour le début. Et on s'est dit avec un copain, et si on écrivait à la voix d'Indiana Jones? Et à la voix française, bien sûr. Et on n'y croyait pas du tout, on envoie un mail. Et une semaine après, il nous répond en mode « mais bien sûr, avec grand plaisir ». C'est un court-métrage amateur du coup. Ça a été Ouais. un court-métrage autoproduit et on est vraiment tombé des nues en mode putain c'est fou quoi. Et donc le film s'ouvre avec la voix d'Harrison Ford. Vers l'infini et au-delà. Vous voulez un chocolat? Bon, James Bond. Tout de suite en fait ça en jette et dans l'inconscient collectif il se passe vraiment des quelque chose, choses. Et donc, en fait, j'ai eu par la suite l'occasion de bosser avec pas mal de comédiens de doublage, avec la voix de Bruce Willis, de Whoopi Goldberg. Sur des side projects du coup. Exactement, ouais. Et avec certains, je suis devenu même très proche. Et en fait, à force de les côtoyer et d'entendre leurs anecdotes, je me suis dit, mais il y a un sujet de fou. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive déjà, il y a des IA qui permettent de traduire avec la voix d'un acteur. Je crois que c'est une vidéo de Ouais. Jonathan Cohen qui a pas mal tourné, où en fait, on retrouve la voix de Jonathan Cohen dans toutes les langues du monde, uniquement fait par une IA. Algunos amigos me llaman Yoko, me llaman de muchas formas. Et en plus de ça, il y a des IA qui arrivent à te refaire le lip sync, donc le mouvement des lèvres à l'identique en fonction de ton nouveau doublage. Donc à partir du moment où on arrive à faire ça, c'est complètement fou, tu vois. Si dans 10 ans, ça devient la norme et qu'on a la vraie voix de Tom Cruise dans toutes les voix, dans toutes les langues du monde, en fait, est-ce qu'on ne trouvera pas que le doublage était une aberration? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les quelques voix que tu as rencontrées françaises pour qu'on puisse situer peut-être Une de mes très bonnes amies, c'est Marie-Christine Dara, qui est la voix française, entre autres, de Whoopi Goldberg et de Monica dans Friends. Et en fait, la toute première fois que je l'ai eue au téléphone, en fait, c'est fou parce que c'est le premier contact que tu as avec cette personne. Et en fait, tu la vois pas et tu n'as que ce rapport de la voix. Et en fait, je tremblais parce que j'avais l'impression d'avoir Whoopi Goldberg au téléphone. Ouais, ça fait écho tout de suite. Tu as rencontré la voix de Morgan Freeman aussi. Tout à fait, ouais, Benoît Alman. Suivez-moi. Il y a 2 ans, je retrouve Morgan Freeman. Je le vois à l'écran, je dis, oh là là, il a pris un coup de vieux quand même. Et j'ai autant vieilli que lui. Et je me suis dit, ah, c'est quand même rare de vieillir en même temps que le personnage que l'on double. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour cet homme et beaucoup d'admiration. J'étais assez copain avec Patrick Poivet, qui est décédé il y a quelques années, qui était la voix de Bruce Willis, et qui, pareil, est une voix... Comment il remplace du coup c'est un sujet justement que je traite dans mon docu. Okay. Et en fait, c'est très intéressant parce que j'ai rencontré Eric Herson-Macarel, qui est la voix de Daniel Craig, et qui a remplacé justement Patrick Poivet sur quelques films. Et en fait, il racontait que c'est très étrange parce que Patrick Poivet a tellement créé un truc en France, a rajouté une malice dans la voix de Bruce Willis qu'il n'y avait même pas forcément dans l'original, qu'en fait, il disait j'essaye juste de faire mon travail, mais j'essaye pas d'imiter Patrick. Voilà, j'y pense même pas. C'est nature, ouais. Parce que c'est pas possible. Est-ce que parmi les voix que tu as rencontrées, il y a des physiques qui t'ont surpris? Tu t'es dit, ah putain, je voyais pas du tout cette voix, je voyais pas ce visage en fait avec la voix. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que je trouve pour plein de comédiens, tu retrouves, ils sont pas semblables, mais tu retrouves des traits, soit dans le regard, soit dans... mais des traits qui ressemblent à l'acteur original très souvent. Je pense que c'est pas... Et je pense que... Alors c'est peut-être en construction, et en même temps c'est les directeurs artistiques qui font les castings. Et je pense que chez eux aussi, il y a un truc dans leur inconscient qui fait « Ah tiens, je vais penser à telle personne
parce qu'elle me fait penser, je sais pas, à Daniel Craig ou à je ne sais qui. Ok. Donc tu t'es jamais dit à un moment, tiens c'est marrant, cette tête ne va pas du tout avec cette voix quoi. Mais c'est plus l'inverse en fait, étrangement quoi. Ah ouais, ok, marrant. Et toi, ta voix, tu trouves qu'elle va avec ta tête? Si je pouvais, j'aimerais bien changer de voix, ouais. Moi aussi. Je me demande, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez commun en fait, de ne pas supporter sa voix. Ouais. Moi j'ai l'impression d'être handicapé par ma voix, tu vois, littéralement. Là. Déjà, je ne la supporte pas, comme tout le monde, mais surtout j'ai aucun skills de voix, tu vois, c'est-à-dire que dès que je monte dans les aigus, dans les graves, je sais pas siffler, je sais pas chanter, genre c'est ça, je peux juste parler sur ce ton, tu vois, cette gamme, et c'est tout quoi. Ouais, je suis complètement d'accord, je partage complètement ça. Et si tu pouvais avoir une voix française connue ou d'un acteur connu, tu t'es déjà posé cette question, de la voix de qui tu aimerais avoir? C'est une bonne question, bah, je pense celle de Richard Darbois. Bonjour. Je suis Richard Darbois, la voix française de Harrison Ford, Richard Gere, Buzz l'éclair. Ouais. C'est le séducteur par excellence, enfin il a une voix mais exceptionnelle. Le langage des Sims, je sais pas si tu te rappelles, est très désagréable, c'est une espèce de charabia. En fait c'est un langage qui existe, qui a vraiment été écrit avec un alphabet qui s'appelle le Simlish. D'accord. Et qui est doublé par 10 personnes en fait. Ok. Qui est notamment fait pour éviter que ça tourne trop en rond, parce qu'en fait les échanges comme sont assez limités, ça rendrait fou d'entendre en permanence les mêmes phrases. Mais du coup il parle vraiment la langue quoi. Le Simlish, ouais, qui est ah ouais, c'est dingue. Écrite et qui est doublé par les 10 mêmes personnes. Et je crois que pour le Seigneur des Anneaux, l'elfique, pour Avatar et tout, enfin pareil, ça... C'est vraiment des langues qui ont été écrites. C'est surprenant quand tu le lis, en même temps tu te dis c'est super compliqué de parler avec une langue qui a l'air d'être toujours la même mais en disant n'importe quoi. Tu vois, grave. Il vaut mieux avoir des bases. Lucas, je te propose qu'on fasse un mini-jeu. C'est pas à toi que je vais apprendre ce qu'est une bande rythmo, donc qui est du coup l'image qu'on a lors du doublage, avec un petit peu comme dans le principe d'un karaoké finalement. Exactement, avec le texte qui défile en dessous. Avec le texte qui défile, je te propose qu'on passe sur une bande rythmo de Fast and Furious 8. Génial, bonne référence. Bien badass. Du coup, on a The Rock et Jason Statham qui discutent. Je te propose d'incarner The Rock avec un accent alsacien. Oula. Écoute, autant que faire se peut. Si tu n'as pas peur de la gênance, pourquoi pas, mais autant que faire se peut. Je promets pas du résultat. Et j'essaierai de doubler Jason Statham avec un accent du Sud. Merveilleux. Je ne sais pas faire non plus. Voilà. Très bien. Bon, sur une scène très cringe là, mais essayons. J'en ai dans le bide, t'inquiète. Dommage que tu en aies pas un peu plus que ça, hein. La fois où je t'ai collé une branlée dans ton bureau. Ouais, t'es pas mal. C'est le truc des roast beef de réécrire l'histoire, c'est ça? Aux dernières nouvelles, c'est pas moi qu'on fait à penser. C'est hyper dur. Pour sauver la peau de ma coéquipière. Parce que moi, d'où je viens, personne ne règle ses comptes avec une bombe. Ça c'est drôle, hein, parce que tu sais d'où je viens, moi, personne fait appel à une gonzesse pour sauver son cul. Attends, tu crois vraiment que tu pourrais te trouver en face de moi et me taper à la loyale, comme dans le temps et tes petits points? Voilà ce que je te propose. Seulement nous deux, à 1 contre 1, sans personne d'autre autour. Et ce jour-là, avec mes petits points, je prendrai ta gueule pour un tam-tam. Ok, bon, c'est pas mal, on va pas faire carrière dans le doublage, mais... Non, je crois qu'on nous aurait jamais rappelé. Hein. Mais comme quoi, ça confirme que c'est vraiment un métier de comédien et que c'est pas à la portée de tout le monde. un peu de skills et d'entraînement. Ton projet du film de Breaking Bad? Avec un copain, Gaylor, on s'était dit ça serait marrant de résumer tout Breaking Bad, donc 5 saisons, l'équivalent de 80 heures, je crois, de série, comme si ça avait été pensé comme un long métrage de 2 heures. Mais pas en mettant les meilleures scènes, fallait qu'on comprenne le fil de l'histoire. Exactement. Et essayer de faire vraiment un travail en fait de montage, mais surtout d'écriture, voir si ça pouvait rentrer dans un film de 2 heures. Et donc on a passé 2 ans à se casser la tête, à remater la série, à dérocher saison après saison. Et en fait moi ce qui me plaît de manière générale, c'est c'est de condenser. C'est d'essayer des concepts. Et ce concept, je sais pas si ça avait déjà été fait sûrement,
Mais il y avait vraiment un truc à essayer, une narration à trouver, des choses à essayer. Et c'est ça qui nous a stimulé de fou dans ce projet. Et en fait, ce qui est marrant dans notre film de 2 heures, c'est que tu te rends compte que la dernière heure, c'est uniquement la saison 5. Parce qu'en fait, tu as tous les nœuds scénaristiques qui se résolvent à ce moment-là. Et donc, nous, on ne pensait pas du tout que la première heure, ça serait les 4 premières saisons et la dernière heure, la 5e. Mais en fait, au vu des clés scénaristiques, c'était obligé d'être comme ça. Je recontextualise, ça a fait beaucoup de bruit quand même hein, dans le monde entier, avec des artistes dans Vanity Fair, sur Combini, sur Vice Media. Puis il a été supprimé en fait, c'est ça? Tout à fait, ouais. Normal. Ben, on a eu en gros, l'histoire est un peu folle, on l'a mis sur internet et très vite on a eu un article par clic qui ensuite a été relayé un peu partout en France, sur Combini, etc. En 2-3 jours, c'était relayé un peu par tous les médias en Europe et au bout d'1 semaine, ça avait atteint les États-Unis. On a eu un article Vanity Fair qui nous a contactés. Vous travaillez en VO? On a tout travaillé en VO, ouais. Et on a tout sous-titré en français. Et on a eu un article dans le Times aussi, enfin complètement dingue. Et le lendemain, je crois, Sony est tombé dessus, qui détient les droits de la série, et nous a envoyé un gentil mail en mode merci de le supprimer et de ne pas le remettre en ligne, sinon on vous attaque en justice. Et du coup, ben... C'est ouf. Et du coup, 2 ans de travail à la trappe complet, vous n'avez pas pu le réexploiter? Oui et non, parce qu'en 1 semaine, mine de rien, ça a fait pas mal de bruit. Et puis maintenant, il existe des versions sur des sites pirates, et je trouve ça très cool. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci Lucas d'avoir. Merci à toi, c'était génial. Trop bien. Et ben, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, si en plus à chaque fois tu agrandis ma collection de Playmobil. Mais bienvenue à Strasbourg. J'ai une dernière petite question. On finit toujours par cette question dans Petit Kawa. Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? En plus, on est vraiment le matin parce que des fois on tourne à 18 h et je demande ça de toute façon. Mais écoute, ça va être un peu gnangnan, mais j'ai prévu de finir de monter le film de mon mariage. Donc voilà, on reste un peu dans le croque-love. Donc c'est mon programme, et puis ce soir, je vais sûrement aller boire des coups avec des copains. Donc sûrement soit dans le coin, soit... En off, je te recommanderais tout de suite quelques bistrots cool où te rendre. Trop bien, avec grand plaisir. Merci Lucas, très bonne journée. Merci à toi.